Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode week-end de Tech Café. Vous le savez maintenant, on en a pris l'habitude depuis quelques semaines, il y a un épisode phare de Tech Café hebdomadaire qui vous rappelle vraiment les incontournables de l'actu tech. Et puis il y a Guillaume Podjaspala qui fait une veille qui est assez conséquente, qui est très nourrie, très fournie, parce que je pense qu'il a toujours peur qu'on n'ait pas assez d'infos à remplir pour une heure, et qui a donc plein d'infos. Et donc on a un conducteur où on a des infos qui passent dans une rubrique supplément week-end, parce qu'on considère qu'elles sont un petit peu moins incontournables et qu'elles sont peut-être un petit peu plus aussi intemporelles à l'échelle d'une semaine, bien entendu. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode au format week-end, et bien sûr je suis ravi de te retrouver, Guillaume Podjaspala. Comment vas-tu? Mais ça va bien, et quoi, on était très content de se retrouver encore, mais donc tant qu'on peut. Bah oui, tant qu'on peut, on va en profiter, effectivement. Vous le savez, hein, c'est un format un petit peu plus détendu, un peu plus cool. On se prend pas trop la tête et il y a quand même plein d'infos croustillantes à se mettre sous la dent. À commencer par peut-être la stratégie d'Epic Games. Donc vous connaissez Epic Games, qui est évidemment un acteur hyper important dans le domaine notamment du jeu vidéo. C'est eux qui sont derrière Fortnite, c'est eux qui sont derrière aussi, hein, on peut le rappeler, la guéguerre face à Apple. Bon, guéguerre. Oui, on va appeler ça une guéguerre compte tenu de ce qui se passe ailleurs en matière de vraie guerre. Donc de la guéguerre face à Apple en matière de distribution des applications. Bref, Epic fait des mouvements intéressants parce qu'ils rachètent des applications et des services, mais qui sont pas dans le domaine du jeu vidéo, Guillaume. Ben, ils ont racheté Bandcamp, un service de musique en ligne. Donc, ce qui peut paraître assez hors sujet d'ailleurs, quand même. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est une plateforme d'hébergement, c'est un site web aussi, c'est aussi donc des apps et c'est une infrastructure en ligne. La possibilité d'acheter donc de la musique sans DRM sur Bandcamp, tu peux streamer la musique, la télécharger en MP3 ou en FLAC. Et donc Epic, c'est un éditeur de jeux du coup, donc c'est vrai que ça peut paraître hors sujet, mais c'est aussi une boutique de jeux en ligne, évidemment, donc l'Epic Game Store. Et c'est aussi un studio de jeux vidéo qui fait donc Fortnite. C'est le créateur d'un moteur de jeux vidéo majeur, surtout aussi, l'Unreal Engine. Et ce moteur, il est d'ailleurs de plus en plus utilisé par le cinéma et la télévision. La télévision au sens large, c'est-à-dire free streaming, tout ce que vous voulez. Donc pas le cinéma, mais la production audiovisuelle, au sens large. Et il est rattaché lui-même à une boutique d'assets en ligne. Donc c'est le UE Marketplace. Et donc là, tu peux acheter ce dont tu as besoin. Donc que ce soit une maison, un caillou, un râtelier d'armes médiévales, voilà, ce dont tu as besoin. Et tu peux aussi acheter de la musique pour sonoriser tes créations d'ailleurs. Donc c'est peut-être là que l'acquisition de Bandcamp aussi prend du sens. Autant l'appli que le site que le contenu de Bandcamp pourrait être utilisé à plein de trucs en fata pour renforcer l'Epic Game Store par exemple au niveau de son infrastructure ou de son interface avec des applications ou des sites qui sont mieux faits tout simplement aussi, et puis peut-être inclure tout simplement les productions de Bandcamp qui soient disponibles directement dans l'UE Marketplace. C'est vrai que de toute façon Epic se vit comme un fournisseur d'outils pour la création audiovisuelle au sens large. Clairement, le cinéma, la télé, c'est pas juste des à côté, ça va devenir peut-être son cœur de métier dans l'avenir. Il n'est pas du tout exclu qu'Epic Games devienne tout simplement Epic et soit un truc beaucoup plus orienté vers la création de contenu comme ça. En tout cas, c'est ce que ça pourrait vouloir dire. Moi, souvent, c'est un signe de maturité d'une entreprise que de remonter d'un cran en matière d'activité et de pas être simplement dans une activité qui soit trop restreinte, mais de remonter d'un niveau. Bon, ça va clairement y participer, je pense. Et ce sera probablement pas la dernière acquisition un peu atypique qu'on va voir du côté d'Epic. On va voir sa stratégie se dessiner au fil de ses futures acquisitions aussi. Autre sujet, pas beaucoup de liens pour le coup, mais plus lié à la situation qui vise à protéger les enfants en ligne pour des directives politiques aux États-Unis, Guillaume. Ouais, c'est dans son discours à l'État de l'Union que Joe Biden sur l'État de l'Union pour être précis, que Joe Biden a souhaité qu'il y ait de nouvelles règles pour protéger les mineurs en ligne, et en particulier en ce qui concerne la vie privée et le ciblage publicitaire, qui serait purement et simplement interdit. Donc en gros, il veut mettre la pression sur les plateformes pour qu'elles pensent à la sécurité des plus jeunes en amont pour leurs produits. Donc il veut aussi mettre 5 millions de dollars sur la table pour financer les recherches sur les impacts des réseaux sociaux sur la santé mentale des utilisateurs et particulièrement des ados. Donc on sent clairement les échos des révélations de Frances Haugens qui décrivait le scandale Instagram, on s'en souvient par exemple, où la boîte savait qu'elle pouvait être nocive pour les adolescentes, mais tant pis, n'a rien fait. Donc Frances a dit plusieurs fois que Facebook renonçait à être moins toxique si ça voulait dire moins d'engagement, donc moins de clics sur des pubs. Et dans le même esprit, toujours aux États-Unis, il y a une coalition de procureurs généraux d'un petit peu partout dans le pays qui veut enquêter sur l'effet de TikTok sur la santé mentale de ces jeunes utilisateurs en majorité.
TikTok, c'est le réseau le plus utilisé chez les jeunes, et certains s'inquiètent donc de savoir si sa manière de fonctionner, de se vendre, de capturer son audience le plus longtemps possible, peut avoir des effets négatifs sur eux. Alors, TikTok est très efficace quand il s'agit de créer de l'engagement sur sa plateforme. Les législateurs veulent en savoir plus sur les algos qui rendent TikTok addictif, en gros. Alors, il semble que les algos passent 2 fois plus de temps sur TikTok que sur Instagram, qui donc semble être plus efficace, et c'est Meta qui le dit. Donc je suppose que, comme on a du format très court, moi ce que j'en ai vu, c'est que on a du format très court, donc on a un syndrome, allez, juste encore une petite vidéo, petite vidéo, ça fonctionne à plein. C'est le snacking ultime, quelque part. Et en plus, c'est fait pour le mobile, tout est en vertical quasiment, donc il y a une friction minimale à l'utiliser sur un téléphone mobile qu'on sort comme ça et sur lequel on scrolle à l'infini. Je suppose qu'il y a un algo de recommandation qui est bien soigné aux petits oignons. À mon avis, ça suffit d'ailleurs pour faire de TikTok un véritable carton. Après, le fait qu'ils aient, bien sûr, qu'ils ciblent aussi évidemment les utilisateurs jeunes, souvent mineurs, ça attire l'attention, tout simplement, je suppose. En plus, il y a plein d'études sur Facebook depuis, mais il y en a quasiment aucune sur TikTok. Donc de toute façon, c'est toujours bien d'avoir des données. Tout ce qui touchera TikTok, par contre, aura évidemment un impact sur tout le monde, par contre. Donc je pense que c'est une période un petit peu sensible pour toutes les plateformes, finalement, en ce moment. Je me suis, forcément, je me suis un petit peu mis à utiliser TikTok, Guillaume, aussi pour savoir de quoi on parle, quand même. L'algorithme est assez puissant quand même. Il y a un point quand même qu'il faut que tu aies à l'esprit. Donc tu as 2 grandes catégories dans la page d'accueil de TikTok, puisque le contenu t'arrive dès la page d'accueil. Il y a pas d'écran de chargement, c'est bim, t'arrives, t'as direct le contenu. C'est remarquable d'ailleurs en termes d'expérience utilisateur par certains aspects. Bon, t'as l'onglet live, mais sinon dans les contenus, tu as les abonnements et tu as pour toi. Et la première chose qui t'est affichée, c'est pas du tout les contenus auxquels tu es abonné, c'est les contenus qui sont recommandés comme étant pour toi, c'est-à-dire des contenus qui te sont suggérés par l'algorithme. Donc l'algorithme est vraiment le point qui arrive vraiment au premier. Tu peux t'abonner à des trucs, c'est pas les trucs auxquels tu es abonné qui se mélangent aux contenus qui sont suggérés, c'est juste on t'affiche par défaut les trucs nouveaux qui vont être suggérés. Et tiens-toi bien, il y a ma nièce qui est sur TikTok, qui est adolescente, qui a donc un compte TikTok. Je me refuse à m'abonner à ma nièce, mais tu peux être sûr que les TikTok de ma nièce remontent systématiquement à chaque fois qu'ils sont publiés dans Pour toi. Je ne suis pas abonné à ma nièce. Il va falloir que je bannisse ma nièce de mes contacts si je ne veux pas voir ses TikTok, parce que même sans y être abonné, il me remonte automatiquement dans Pour toi. L'algorithme est d'une puissance, c'est ahurissant. Mais comment il sait que c'est ta nièce ? Alors... Il y a des scans de contacts que tu peux partager. Alors, il sait pas précisément que c'est ma nièce. En tout cas, il sait que c'est une personne de mes contacts. Et je dois reconnaître en toute transparence qu'effectivement, il y a des contenus qu'elle a pu partager sur TikTok que j'ai pu, moi, partager à des personnes au niveau individuel. Donc, il sait maintenant l'algo. Ah, il a partagé ça. Donc, forcément, c'est du contenu qui est très, très, très intéressant pour Guillaume. Donc, il me le met en avant. C'est très fort. C'est assez bête par certains aspects, je pense, la manière dont c'est calculé, mais c'est très, très puissant. T'as pas de compte TikTok, Guillaume ? Non, j'ai pas de compte. Non, j'y suis allé quelques fois comme ça, en visiteur. Au passage d'ailleurs, les contenus TikTok sont très faciles à partager en dehors de TikTok. C'est aussi là où on voit que la façon dont c'est construit TikTok fait que c'est très facile à consulter quand c'est partagé en dehors de TikTok. Je veux dire, des adultes qui aujourd'hui ne sont pas inscrits sur TikTok peuvent être exposés à la viralité des contenus TikTok sans avoir de compte pendant très très longtemps. Les pauvres. C'est très bien fait TikTok, très très bien fait. Bon, on va passer à une autre forme d'addiction vidéo, de contenu média de type vidéo. C'est Netflix. Alors là, pour un mouvement presque inverse de celui qu'on a décrit pour Epic, eux, ils savent faire du contenu vidéo, mais ils rachètent des acteurs du monde du jeu vidéo pour un gros montant, Guillaume. Non, faut pas se moquer. Netflix aime bien le jeu vidéo au point d'acheter Next Games pour 65 millions de dollars. Voilà, c'est pas des milliards, c'est des millions. Voilà, 65 millions. C'est déjà beaucoup. Je sais. C'est ridicule par rapport au rachat qu'il y a. C'est ça, mais on s'habitue aussi aux méga même. giga acquisitions à des milliards, tout ça. Bon, là, c'est 65 millions. Alors, c'est le studio qui a pondu le puzzle game Stranger Things. C'est un clone de Puzzle Quest, vraiment, avec un skin Stranger Things en l'occurrence. Mais est-ce qu'il est bien ce jeu ? Tu l'as testé ou pas ? Il est bien ou pas ? Non, je l'ai pas testé, mais Puzzle Quest, par contre, je l'ai testé. C'est très bien Puzzle Quest. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais ils ont aussi fait des trucs plus sophistiqués que parce que Puzzle Quest c'est quand même des trucs en 2D. Voilà, c'est pas non plus incroyable. Ouais. Mais ils ont fait des jeux Walking Dead en full 3D aussi, beaucoup plus sophistiqués. Donc ils peuvent créer tout type de jeux en fait. Donc pour toutes les licences Netflix, pour étouffer donc ce Netflix Games.
Je suppose Netflix Games, que tout le monde a oublié, je sais pas. Ça a du succès ce truc. Bon, c'est compris dans le forfait, donc on s'en fout un peu. Pour le moment, je sais pas si ça booste réellement l'attractivité de Netflix, parce que dans les dernières nouvelles, il y avait quoi, une quinzaine de petits jeux, rien de foudroyant non plus. Bon, après, je pense donc que ça, évidemment, ça peut pas faire de mal qu'ils mettent Next Game au boulot pour rendre ça un petit peu plus fourni, quoi. Je pense que la concurrence de Netflix, ça va se jouer à long terme sur une somme de petits détails, sur une somme de contenu. Alors effectivement, aujourd'hui, je suis vraiment pas certain que les jeux vidéo inclus dans l'abonnement fassent la différence, mais c'est clairement des mouvements à long terme. On peut évidemment imaginer qu'ils sont en train de réfléchir à long terme pour proposer une galaxie de contenu qui puisse faire la différence par rapport à d'autres abonnements. C'est un pari sur l'avenir. Écoute, on verra si ça porte ses fruits. Sans autre transition, plus que de raison, on va parler un petit peu de composants. Mediatek détrône Qualcomm aux États-Unis, Guillaume. Ouais, je sais pas si c'est ce que ça t'évoque, toi, Mediatek. Mediatek, ça fait pas nom très très moderne, très très puissant, et pourtant c'est quand même des processeurs. Oui, bah ils fabriquent des processeurs, des cartes graphiques, des systèmes sur puce qui sont tout à fait honorables. Et c'est vrai que bon, on les associe plutôt au milieu de gamme ou l'entrée de gamme, habituellement pour des téléphones ou des tablettes qui sont pas trop chères. Et c'est toujours vrai d'ailleurs, mais pas que, puisque Mediatek vient de passer devant Qualcomm en part de marché aux États-Unis. Donc Mediatek est taïwanais, et même s'il compte beaucoup effectivement sur le low cost pour arriver à ce résultat, en masse, il faut pas oublier que selon Geekbench, sa puce haut de gamme Dimensity 9000 serait la plus puissante de toutes les puces sur Android. Donc il rivaliserait d'ailleurs avec le A15 Bionic, et surtout il bat le Snapdragon 8 Gen 1, qui est le top du top de chez Qualcomm. Donc voilà. Est-ce qu'il n'y a pas excuse-moi, juste pour qu'on ait un repère, est-ce que c'est pas Mediatek qui équipe certaines variantes des Samsung Galaxy S, donc les S, S20, S21, etc., de ces dernières années, notamment sur le marché européen? C'est pas des Exynos? Il me semblait qu'ils étaient tous sur Exynos, non? Ok, pardon, non, je dis peut-être des énormes. Enfin, en tous les cas, par exemple, les Mediatek, on en trouve chez les Realme, on en trouve chez les Xiaomi, on en trouve beaucoup dans ce genre de trucs. Le dernier, je sais pas, il faudra que je regarde, mais bon. Je dis peut-être une énormité. Non, mais peut-être pas, je sais pas. C'est vrai qu'en général, les Galaxy S, souvent, c'est des Exynos, mais comme effectivement, de temps en temps, ils changent selon les pays, il y a des fois, je rate des détails. Mais bon, écoute, en tous les cas, c'est vrai que voilà, quoi, Mediatek, ça devient aussi du haut de gamme. Donc, on l'a vu au MWC, il y a des marques pas très connues comme Realme, qui sont pas très connues ici, évidemment, et pas encore, qui peuvent proposer des terminaux qui sont très très impressionnants maintenant. Il y a des prix vraiment contenus. Donc les grands noms ont pas mal de soucis à se faire, s'ils vont devoir batailler ferme pour rester compétitifs. Enfin, si la conjoncture géopolitique le permet toujours, on va dire, dans les années qui viennent. Ouais, ce sera à suivre évidemment. On enfonce le clou du domaine des composants. Tu vas nous faire un peu de wafer porn. Tu me fais rêver, Guillaume. Mais oui, mais c'est pas. Je parlais de puissance 3D un petit peu. Bon, les puissances 3D, ça va devenir de plus en plus courant. Je pense à la dernière incarnation grand public de ça dont j'avais parlé. C'était les Ryzen 5800 X3D avec la technologie 3D V-Cache. Donc c'était cher, c'était quand même grand public, puisque techniquement tu peux quand même en acheter un. Et c'est un bel exemple de composants empilés les uns sur les autres. Donc le cache était au-dessus du die du processeur, interconnecté en vertical, avec ce qu'on appelle des TSV, des full silicon via, c'est-à-dire des pistes qui passent à travers le silicium comme ça. Et donc il y avait du coup, comme le cache est par-dessus, il a plein d'espace pour s'épanouir, donc les Ryzen pouvaient avoir une quantité gargantuesque de cache L3 jusqu'à 96 mégaoctets, avec un boost de performance vraiment très significatif. Et donc, un autre exemple de puce en couche, mais qui est encore beaucoup plus ambitieux, nous vient de chez Graphcore. Graphcore, alors c'est beaucoup moins, c'est pas du tout grand public, ils font des accélérateurs pour le deep learning. Voilà. Donc le principe est un peu différent, au lieu de créer un cache qu'on met par-dessus la puce, là, Graphcore, en fait, elle est pensée en deux moitiés de puce. Alors, le truc, c'est que c'est deux moitiés en deux couches. C'est-à-dire que la première moitié, c'est la couche qui est la logique de calcul. Donc ça va être une couche avec des composants minuscules, très très denses, donc chaque composant consomme le moins possible et va le plus vite possible. Et la deuxième moitié, c'est le réseau d'alimentation électrique. Voilà, c'est donc les lignes de tension, les commutateurs, les transformateurs, tout ce que vous voulez, voilà, c'est cette image-là, c'est le réseau d'alimentation électrique de la puce. Donc c'est des composants qui peuvent être qualitativement très différents, en fait, qui peuvent supporter des flux de courant plus importants, voilà, ce qui les rend plus encombrants, c'est pas qualitativement pareil. Et donc le principe, c'est de prendre deux wafers complets, donc ces deux bonnes grosses galettes de silicium de 30 cm là. Sur le premier, tu graves la logique de calcul,
Et sur le deuxième, tu graves les circuits d'alimentation, et ensuite tu les colles dos à dos, plaf, tout simplement. Alors, bien sûr, je dis tout simplement, mais c'est très loin d'être simple, parce qu'après, il faut les interconnecter, évidemment. Donc, pour les interconnecter, c'est un réseau d'interconnexion qui est extrêmement dense entre ces deux couches physiques. Et donc, on appelle ça, cette technique, wafer on wafer. Et c'est pas porno, enfin si, c'est du porno de semi-conducteur, donc wafer on wafer. Et l'avantage, c'est qu'on libère de la place sur le die logique, donc le die qui fait les calculs, et qu'on peut avoir un design plus net et plus efficace sur le réseau d'alimentation électrique de l'autre côté. Donc au total, on a besoin d'un voltage moindre, l'énergie est comment dire, distribuée de manière plus homogène, plus homogène, plus harmonieuse sur toute la surface de la puce, et du coup on peut augmenter un peu la fréquence, et du coup c'est 36% de gain de performance en moyenne pour une même finesse de gravure de 7 nanomètres. Évidemment avec la complexité et le surcoût qui est lié au double wafer, bien entendu. Donc, d'après... Il y a un point, c'est que j'avais compris dans les derniers épisodes qu'il y avait des taux de défectuosité qui étaient finalement beaucoup plus importants que ce que j'imaginais dans ces productions. Est-ce que du coup, avec ce type de mécanisme, on n'augmente pas aussi le risque de créer des processeurs défectueux, du coup ? Alors, puisqu'il y a deux wafers, la réponse est oui, mais à mon avis pas beaucoup, parce que tout simplement la couche de comment dire, il y a une couche qui est très très dense et qui donc qui est sujette comme l'autre, normalement on va dire aux défauts et aux problèmes qui pourraient donc donner des puces à neutraliser parce qu'elles sont pas bonnes. De l'autre côté, du côté du réseau électrique, je pense que c'est un peu moins le grave parce que c'est pas vraiment les mêmes trucs, quoi. C'est pas des trucs ultra denses. Peut-être que c'est un petit son un peu moins sujet. Mais oui, comme il y a deux wafers, oui, il y a aussi une rentabilité qui est un peu moindre, très probablement. Bon, après, de toute façon, ça reste des trucs qui sont extrêmement chers de base, parce que c'est des trucs professionnels. D'après Graphcore, son Pod 16, qui donc regroupe 16 puces de ce type-là, c'est 5 fois plus rapide qu'un DGX A100 de Nvidia. Donc c'est quand même pas mal pour la moitié prix. Soit un prix dérisoire de $150 000. Je sais, c'est indécent tellement c'est pas cher. Heureusement, tu peux t'offrir aussi une armoire, voire même un set d'armoire, le Pod 1024 pour 7,5 millions. Prix promotionnel. Ah, intéressant. On attendra quand même peut-être un peu les soldes à ce prix-là. Ça vaudra le coup. On continue dans l'univers des composants avec un standard. Est-ce que tu nous annonces un standard pour les chiplets, Guillaume ? Absolument. Les chiplets, qu'est-ce que c'est que les chiplets ? Vous vous souvenez peut-être, c'est plus façon Lego un petit peu. J'en parle régulièrement parce qu'il me semble que ça devient tout simplement le standard de l'industrie. Donc on rappelle que le principe c'est de découper les très grosses puces ultra sophistiquées en modules plus petits, qu'on appelle des chiplets, des petits chips, des chiplets, voilà, et on les grave à part, chacune, et ensuite on les interconnecte sur le die final pour créer le produit final, que ce soit un CPU, un GPU ou tout ce que vous voulez en U. Bon. Donc il y a plusieurs avantages. Alors déjà, une puce, plus elle est grosse, plus elle a de chance d'avoir des défauts de fabrication, on va en parler, par la dernière fois. Toutes les chaînes de production ont des niveaux de rendement qui sont plus ou moins bons, donc des niveaux de perte qui sont plus ou moins hauts. Il y a toujours des puces qui marchent pas, soit à cause de légers problèmes dans le processus, un petit accident, ou un problème de qualité, ou un défaut dans le matériau, un défaut dans la qualité du matériau, tu vois. Donc, au plus une puce dysfonctionnelle est grosse, au plus c'est pénalisant de la foutre à la poubelle, évidemment. Donc un wafer qui contient forcément qu'un nombre de puces fixes, et qui est d'autant plus petit que chaque puce est grosse, fabriquer de très grosses puces qui ont une probabilité plus grande d'avoir un défaut, c'est mauvais pour le rendement. Donc faire une puce avec 32 cœurs en mode monolithique, c'est plus viable. Donc on fait des puces en chiplets, avec des chiplets de 4 ou 8 cœurs, et ensuite on les interconnecte. C'est comme ça que fait AMD par exemple. D'autre part, en faisant du Lego de puces, on peut aussi se permettre de varier les plaisirs et de pas tout fabriquer avec des processus les plus chers. Donc on peut gagner un peu d'argent en prenant les trucs les moins critiques et les fonctions les moins critiques en les gravant avec des processus qui sont moins chers et un peu plus longs. Et enfin, on peut même envisager de marier sur un même die des chiplets de fabricants différents. Par exemple, Samsung et AMD. Voilà, typiquement ce genre de truc, ou Intel et AMD aussi, comme vous voulez. Et donc la dernière nouvelle sur ce truc-là, c'est qu'à peu près tous les poids lourds du secteur, c'est-à-dire Intel, AMD, Qualcomm, ARM, TSMC, s'allient pour créer un standard d'interconnexion des chiplets qui s'appelle le UCIe, pour Universal Chiplet Interconnect Express. Alors concrètement, ça s'appelle aussi comme ça parce que c'est un peu comme le PCI Express, le bus PCI Express, mais pour les chipsets, c'est-à-dire pour les morceaux de puce. Donc les chiplets, ça peut être fait par n'importe qui, et faire n'importe quoi en fait, tant qu'ils sont compatibles UCIe. On peut les mettre tous ensemble pour composer un système sur puce complet, ou un CPU, ou un GPU, ce que vous voulez. Donc UCIe, c'est à la fois le protocole physique,
Donc la connectique, la forme des signaux électriques, le protocole de communication des données aussi. Mais c'est pas l'implémentation fine non plus, l'implémentation électronique fine. Par exemple, Intel possède des technologies qui s'appellent EMIB et Foveros pour faire ce genre de choses. Il va pas donner ça à ses concurrents. Chacun se débrouille pour implémenter ça en dur, en quelque sorte. Donc il a deux options, le UCIe. Donc deux options, c'est-à-dire de performance. Donc il y a standard et advanced. Donc le standard, c'est le moins cher. Donc il est 4 fois moins dense que le Advanced, et il offre jusqu'à 125 gigaoctets par seconde et par millimètre carré. Et oui, puisqu'on parle d'interconnexion au niveau à des niveaux microscopiques entre les trucs, entre les puces, là, il y a le débit qui dépend aussi de la surface de connexion. Au plus on a de surface, au plus on a de connexion possible. Donc le package Advanced, et qui se destine vraiment à des unités de calcul critiques, donc haute performance, donc typiquement les blocs GPU qui calculent, ou les blocs cœur, c'est au mieux 1,3 teraoctets par seconde par millimètre carré. Donc le standard en plus va assez loin déjà, et pourtant c'est que la version 1, c'est le tout début, mais il est quand même prévu pour aller jusqu'à une communication chiplet sur de longues distances. Quand on dit longue distance, c'est même très très longue distance du point de vue de la puce, parce que ça pourrait être dans une autre machine. C'est-à-dire que le protocole UCIe pourrait connecter à très haute vitesse des chiplets qui sont dans un rack de serveurs, qui sont dans des serveurs différents. Alors évidemment, attention, il faut prévoir la bande passante, parce qu'évidemment, vous allez sortir de la puce, donc évidemment, il va y avoir des interconnexions avec des câbles qui vont passer, évidemment, donc les latences vont s'envoler, ça va aller moins vite, mais c'est le même protocole, c'est la même interface, tu vois, et donc c'est théoriquement possible. Ouais, c'est une espèce de Lego système, comme tu le mettais dans les notes de l'émission. On comprend mieux cette logique, en tout cas, de standardiser tout ça pour arriver à développer des choses un peu plus souples. C'est cool. On va s'intéresser un petit peu, pendant qu'on est dans les processeurs, sur ce qui se passe en Europe. C'est vraiment un sujet, j'ai l'impression, ces dernières années, en matière d'indépendance, en tout cas, ou une volonté, en tout cas, d'explorer le monde de la production des composants en Europe, Guillaume. Bah ouais, Intel est en train de faire monter les enchères un petit peu entre les pays européens là, pour sélectionner ceux qui verront une partie des 95 milliards qu'Intel pourrait à terme investir en Europe dans les 10 prochaines années. Ça me rappelle quand Disney cherchait où implanter Euro Disney. C'est un peu l'idée. Donc c'est des gros parcs d'attractions pour fans de semi-conducteurs. Donc voilà, donc l'Italie, l'Allemagne et la France sont sur les rangs pour attirer donc des futures méga factories de processeurs. Donc des méga usines. L'Italie a mis en place un paquet de 4,6 milliards de dollars en subvention pour séduire Intel, qui pourrait donc en retour investir en construisant une grosse usine pour au moins 8 milliards de dollars d'ailleurs. Et l'Italie veut aussi favoriser favoriser des entreprises qui sont parfois déjà implantées comme donc il y a ST Microelectronics ou Tower Semiconductors qui sont implantés déjà en Italie. Donc c'est aussi pour favoriser le secteur dans le pays et puis même avec des acteurs qui sont pas forcément implantés là comme MEMC qui est taïwanais. Donc le pays sera aidé par le fameux CHIPS Act dont on a déjà parlé, c'est 15 milliards supplémentaires disponibles pour tout le secteur. Donc l'Allemagne fait pareil. D'ailleurs, Intel aurait choisi le site de Magdebourg pour une future usine. Bon, pour l'instant, rien n'est officiel, cela dit. Mais ce qui est clair, c'est que les milliards vont finir par pleuvoir, puisque Pat Gelsinger veut doubler la production en semi-conducteurs totale de l'Occident, l'Occident, c'est-à-dire Europe et États-Unis, pour le faire simple, dans les 10 ans. Et la France, du coup, est-ce qu'ils ont un ticket d'entrée qui a été annoncé sur ce sujet ? Alors, un ticket d'entrée, je ne sais pas. En tout cas, ils sont sur les rangs aussi. Après, je ne sais pas si, pour l'instant, on n'a pas d'informations particulières. En tout cas, rien de sûr. La danse du ventre continue. Oui. Très bien. Une autre actu, vous le savez, si vous écoutez Tech Café de longue date, c'est un sujet qu'on relaie très régulièrement et c'est toujours un appel à faire attention. C'est les pires mots de passe de l'année, Guillaume. Alors on a les Oscars qu'on doit décerner cette nouvelle fois en 2022. Alors c'est facile. Tous les ans, tu vas sur le dark web, tu regardes les ligues de mots de passe monstrueux, qui se vendent, mais même pas forcément, parfois ils sont juste en accès libre. Donc tu prends ces gros listes de mots de passe et tu regardes quels sont les vainqueurs, c'est-à-dire les mots de passe les plus utilisés, donc qui sont leakés. Alors, qu'est-ce que c'est, à ton avis, le premier ? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactement. Le deuxième, c'est AZERTY. Non, c'est 1, 2, 3, 4. Password. Alors, Password est quatrième. QWERTY est troisième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 est deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, la flemme absolue, est cinquième.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 6e. Que des 1 et 7e. Après, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, voilà, vous avez compris, quoi. Après, c'est étonnant parce qu'il y a quand même beaucoup de services qui aujourd'hui forcent à ne pas, à pas mettre des mots de passe trop simplistes quand même. Alors, donc pourquoi d'où ça vient, ça? Ça vient d'une part de services qui ne n'y forcent pas, parce qu'il y en a encore. Et d'autre part, ça vient aussi du fait qu'il y a beaucoup de mots de passe qui sont très vieux, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des mots de passe qui ont été mis en place il y a des années, à l'époque où les plateformes ne demandaient rien de spécial. Et donc, c'est toujours d'actualité. Après, voilà, tu fais QWERTY UIOP, par exemple. Est-ce qu'il y a peut-être beaucoup de trucs qui, tu vois, QWERTY UIOP avec un Q majuscule, ou password avec un P majuscule, des fois ça passe aussi, ça passe toujours, hein. Donc voilà, alors il y en a un, c'est que le 14e, mais plus fréquent, c'est 0. C'est quand même très fort. Donc bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise Après, utiliser un générateur de mots de passe. Enfin, utiliser un gestionnaire de mots de passe. Alors, il y a cette possibilité. Un générateur de mots de passe à minima. Moi, perso, si tu veux, j'en suis venu au point où je me dis que les mots de passe, c'est plus possible, quoi. C'est-à-dire, on a trop de comptes de tous les côtés. En plus, ils ont pu voir que c'était très fréquent que les gens réutilisent plusieurs fois des mots de passe, ce qui est pas du tout étonnant, évidemment, hein, puisque c'est difficile de utiliser des mots de passe à 14 chiffres avec des chiffres, des lettres, des symboles, et changez-en pour les 200 comptes que vous avez sur Internet. Bah oui, allez-y, oui, bien sûr. Bon, c'est juste pas possible, quoi. Il faut trouver d'autres moyens, il faut passer par la biométrie, ou je sais pas, mais c'est pas possible autrement, quoi. Là, c'est probablement un truc qui a un énorme enjeu aujourd'hui et pour lequel les avancées technologiques ne sont pas à la hauteur des enjeux qu'il y a aujourd'hui. Ça, je te rejoins complètement, et on n'a pas trouvé de solution idéale. Ça reste toujours compliqué, hein, les petits dongles d'authentification et les petites clés USB qu'on peut mettre. C'est pas non plus encore 100% universel. Puis bon, moi, ça me fait toujours flipper de perdre l'appareil, quoi, de perdre l'accessoire. Gestionnaire de mots de passe. Très bien. Très très bonne solution, je pense. Un truc qui me fait rêver, Guillaume, je pense que tu vas m'envoyer vraiment beaucoup de rêves, parce que je l'avais pas vu passer et j'ai juste parcouru l'article. Si, moi ça me vend du rêve. Tu entreaperçois, alors les Monsieur Cuisine Connect et autres robots n'ont qu'à se rhabiller. Tu vas nous présenter là l'avenir des imprimantes 3D dans la cuisine, l'imprimante de boissons moléculaires, Guillaume. Moi ça me fait rêver. Ouais. Enfin, imprimante, c'est beaucoup dire, mais enfin voilà, les mecs de chez Cana, donc c'est une boîte qui s'appelle Cana, CANA, ils se sont dit un truc tout simple, c'est 90% de ce que tu bois, en fait, c'est de l'eau avec des arômes. Voilà. Éventuellement du gaz. Éventuellement, il y a du gaz, éventuellement, il y a un peu d'alcool dedans, éventuellement, il y a un peu plus de sucre. Enfin bon, globalement, qu'est-ce que c'est du vin, hein, si c'est pas des arômes, de l'eau et un peu d'alcool. Bref, voilà, ils se sont dit, si on arrivait à reproduire ces éléments-là, c'est pas très difficile de mettre un petit truc. Donc en gros, vous prenez un soda stream et que vous parce que ça ressemble quand même furieusement au principe du soda stream, le sirop et du gaz. Vous prenez un soda stream, en fait, vous rajoutez la possibilité de mettre de l'alcool et du sucre en plus. Et au lieu juste de choisir, en fait, le truc c'est ça, au lieu juste de choisir votre petite capsule de goût là, de sirop que vous mettez dans votre soda stream, eh bien il y a un nouveau système qui est capable de mélanger donc au niveau moléculaire, de mélanger des molécules pour créer les goûts que vous voulez. Donc en fait vous pouvez créer vous pouvez tout créer, vous pouvez créer des cocktails, vous pouvez créer des boissons sucrées, des boissons alcoolisées, des trucs qui imitent les jus de fruits, qui imitent évidemment, puis bon. Bien sûr. Éventuellement vous pourriez même recréer du café, puisqu'il suffira d'ajouter un peu de caféine, et voilà, vous pourrez recréer du café. Et donc en fait vous avez une machine qui, avec des petites recharges comme ça, est capable de vous créer des centaines de boissons différentes. Voilà. Et qu'elles soient gazeuses ou pas gazeuses, alcoolisées ou pas alcoolisées, caféinées ou pas. Est-ce que ça te fait rêver ? Participe au financement participatif. Alors, le truc, c'est je veux cliquer, Guillaume. Non, mais ouais, apparemment, ça t'excite beaucoup. Alors, le truc, c'est que normalement, vous payez un petit prix pour avoir la machine. Après, par contre, ce qui est marrant, c'est que vous payez pas les recharges. Le modèle, en tout cas, le modèle économique de base, c'est vous payez à la boisson. Donc, la boisson, c'est entre 30 cents et $3 pour l'instant.
Le prix, donc, en moyenne, ce sera moins cher que si vous achetez un truc en bouteille, on va dire. Mais ce sera à peu près ça l'idée. Donc, écoute, je sais pas si ça vous tente de boire des simulations de jus d'orange, des simulations de vin, des simulations de café. Simulation de Château Lafite, effectivement. Exactement. Mais ce sera peut-être possible bientôt. Alors, le Cana One, ça sera $500 pour les 10 000 premiers trucs. Après, c'est $800. Plus, évidemment, le prix à la boisson. Bon, évidemment, sur le papier, je trouve ça génial. Soyons très concrets, j'ai absolument aucun doute que ça ne marchera pas à la hauteur de la promesse et que ça peut être extrêmement décevant. Donc, foncez, allez expérimenter le produit et puis vous nous donnerez vos retours. On fait un petit mot sur la Switch OLED parce qu'il était question quand même, en parlant de la Switch avec une technologie OLED, qu'il puisse y avoir ce qu'on appelle les brûlures, c'est-à-dire le fait qu'une image persistante marque l'écran durablement. Oui. Est-ce qu'on a des petits retours là-dessus? Écoute, justement, très très rapidement, il y a un gars qui a fait une vidéo, qui a fait l'expérience tout simplement. Il a pris une Switch OLED, il a pas eu peur, hein, il l'a fait fonctionner pendant 3600 heures à luminosité maximale sur la même image. Une image dans un temple de Breath of the Wild, si vous voulez savoir, fixe. C'est une photo d'écran, hein, fixe. Donc c'est vraiment le cas le pire que tu puisses imaginer. Et en fait, écoute, il y a effectivement un petit marquage après 3600 heures. Et il est très 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 peu prononcé. C'est-à-dire que c'est vraiment un marquage, tu le sais pas, tu le vois pas. Ce qui est donc assez impressionnant parce que il faut bien voir que c'est des conditions de torture pour un écran OLED ce qu'il a fait. Hein. Parce que même si vous jouez à un jeu vidéo avec évidemment des affichages fixes autour, une interface fixe autour, je veux dire, vous allez pour y jouer 3600 heures et pour que ça se voit sur les petits trucs, il faut vraiment y aller quoi. Et il faut que ce soit en plus en luminosité maximale. Donc la conclusion, elle est toute simple. La Switch OLED n'est pas sujette au marquage. Vous avez pas de souci à vous faire en tous les cas. Si elle doit marquer, ça prendra des années et des années. On est tous rassurés, on pourra laisser l'image arrêtée de notre sanctuaire préféré dans Zelda Breath of the Wild et on ne sera pas marqué. Un dernier mot peut-être Guillaume, parce que ceux qui connaissent Tech Café, et en tout cas l'ancêtre même de Tech Café au travers de Tablette Café, ça vous fera des souvenirs, connaissent peut-être bien Cédric Tamboise, qui n'a pas disparu totalement. On a encore régulièrement des contacts. Et en tout cas, il m'a partagé cette création d'initiative autour de la crypto-monnaie. Alors, j'ai pas eu suffisamment de temps pour creuser leur profession de foi, leur papier, leur livre blanc à ce sujet. Mais je voulais savoir si tu as fait tes devoirs là-dessus, Guillaume. Est-ce que tu as exploré Jimmy's, la crypto-monnaie de Jackie et Michel, bien entendu, il fallait absolument en parler, bien entendu. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, je le rappelle, surtout, ce n'est pas un conseil d'investissement. Et oui, Jackie et Michel vont créer une crypto-monnaie porno, enfin en tout cas pour le secteur du porno, ils vont créer ça sur la blockchain Binance, donc c'est du proof of stake. Donc, bon, on va dire, c'est pas, voilà, pourquoi pas. C'est pas la pire. Ils vont faire donc, ils ont plein de projets en fait. Hein. D'une part, ils ont un projet donc, vous pourrez acheter donc des Jimmys là, donc il y a 8 milliards de Jimmys au maximum. Vous pourrez en acheter. Il y a une ICO qui est en cours. Et donc, si vous achetez, vous aurez un système d'intérêt, tout ça. Ils ont prévu aussi d'avoir un système de NFT avec des cartes à collectionner qui pourraient même aboutir à des contenus exclusifs, puisque des cartes pourraient être combinées pour demander des prestations spécifiques, et on va être très spécifique aux actrices. Donc c'est des cartes qui sont attachées à des actrices et des actes qu'elles pourront faire. Voilà. Bon. Donc vous voyez ce genre de truc, ça s'appellera les K-Hard, donc le card game. Donc, il y a aussi des possibilités de financement participatif, etc., etc. Donc en gros, c'est une crypto-monnaie qui est orientée porno, ce qui est compréhensible puisque effectivement le financement du porno, ça c'est pas forcément évident. Il y a eu beaucoup de soucis entre Pornhub et les prestataires de paiement comme Visa. Donc c'est toujours un petit peu des trucs. Alors évidemment, vous doutez bien, c'est pas du tout la première crypto-monnaie qui est orientée vers le porno, vraiment pas du tout. Jusqu'à présent, j'ai pas l'impression que ça ait été un franc succès, ces trucs-là, honnêtement.
Jackie Michel, je connais très très mal, hein, je l'avoue, c'est vraiment pas pour faire ma sainte ni touche, mais c'est vraiment une entreprise que je connais très mal, même si j'imagine qu'elle a déjà beaucoup de contenu et une certaine communauté, et que donc elle peut s'appuyer sur ce genre de truc. Bon, je sais pas si... Enfin, si tu veux, je sais pas si ça va faire vraiment la différence. Bon, enfin, en tout cas, ça va exister, je sais pas si ça va vraiment décoller. Moi, je me suis toujours dit que les crypto-monnaies pourraient être effectivement une solution pour rémunérer dans le secteur du porno s'il y avait des problèmes avec les autres prestataires de paiement, mais j'ai jamais compris le besoin d'une crypto-monnaie spécifique en fait. C'est-à-dire pourquoi vous n'utilisez pas des crypto-monnaies qui existent déjà en vrai, tu vois, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une crypto-monnaie vraiment spécifique au porno? Je suis pas complètement sûr. En tout cas, ça s'appelle Jimmy's, et évidemment, il va écrire sa légende. Forcément. Tout ça pour ça, en fait. Hein. Tu sais que toute cette news, elle est arrivée pour ce jeu de mots pourri. C'est une blague pourrie, quoi. C'est vraiment... Vous avez compris, hein, Jimmy's, Jackie, Mi pour Michel. Au passage, dans le document, il y a un truc qui m'a estomaqué, c'est qu'effectivement, alors, je cite, les revenus de ligue sportive parmi les plus prestigieuses du monde, comme la NFL, dont la finale scotche pourtant près de 100 millions d'Américains devant leurs écrans, ou la NBA, sont 33% moins élevés que ceux du porno. Ouais, à lui seul, OnlyFans génère la moitié des revenus de la Première Ligue, championnat de football le plus riche et regardé au monde. Oui, mais c'est fou en fait quand on y pense. C'est complètement dingue. Tu sais que le porno, enfin des fois, il y a des évaluations, c'est toujours difficile à savoir, mais bon, il y a une évaluation entre un tiers et un quart de l'internet. Hein. Ouais. En tout cas du trafic. Enfin, c'est gros, hein, c'est très très gros. Mais j'avoue que c'est rigolo. Est-ce qu'on a des initiatives de NFT dans le monde du porno plus spécifiquement? Alors, j'en ai aucune, très très probablement, mais je ne les connais pas. Là, eux, ils ont des projets. Ils ont des projets avec les cards, là, qui est plutôt marrant. Enfin, bon, c'est un truc pour adultes, hein, donc il y a ce jeu de cartes, par exemple, ça a l'air plutôt rigolo quelque part. Mais bon, je sais pas. Je pense qu'il y a déjà des NFT dans le monde du porno, et probablement, mais j'en sais rien en fait. Merci beaucoup à toi, Cédric, si tu écoutes cet épisode, de nous avoir partagé cette info essentielle. C'était essentiel. Pour cet épisode. Merci beaucoup, Guillaume, pour la préparation de ce supplément week-end. On est ravis, évidemment, de savoir que vous écoutez Tech Café, que vous écoutez les épisodes hebdomadaires, que vous écoutez les épisodes week-end. N'hésitez surtout pas à réagir sur techcafé.fr aux épisodes qui sont publiés. D'une part, vous retrouvez dans les notes de l'épisode, mais aussi donc sur techcafé.fr tous les liens vers les articles qui nous servent pour le conducteur de l'émission. Donc surtout, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous voulez aller approfondir les sujets. Vous pouvez donc les commenter, réagir aux épisodes. Vous pouvez aussi le faire sur le serveur Discord. Hein. Le serveur Discord a juste le lien dans les notes de l'épisode à chaque fois. Donc si vous voulez discuter entre vous et avec nous, c'est possible. Il vous suffit de cliquer sur le lien avec votre compte Discord. Vous nous retrouvez facilement. On compte aussi sur vous pour des avis sur les plateformes de podcast qui sont évidemment très précieux pour nous parce que ça nous donne du baume au cœur et puis ça permet de montrer aux gens qui découvrent Tech Café que c'est un podcast qui vaut le coup d'être écouté. Enfin, ce tour de piste ne serait pas complet si je ne vous rappelais pas d'aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé. Donc Patreon, c'est une plateforme de financement participatif américaine qui permet, de la même manière que Kickstarter, de financer des projets indépendants, mais là de manière récurrente. Donc c'est à chaque diffusion d'un épisode, vous pouvez vous engager à participer avec un petit denier et évidemment, ça nous permet de rémunérer notre travail et de vous assurer que Tech Café est présent durablement, ce qui est à mon avis hyper important pour votre quotidien parce que Dieu sait à quel point ça nous tient à cœur de vous informer et vous divertir comme on le fait dans Tech Café. Guillaume, est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver à titre individuel ? Là devant ma cafetière pour me préparer un café non moléculaire, café avec du café quoi. Classique. Moléculaire, il y a des molécules dedans. Café moléculaire aussi, tout à fait. C'est un café moléculaire. Mais la molécule n'est pas la construction première de ton café. Bon bref, vous nous avez compris. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur Twitter, sur Instagram, sur Twitch et sur guillaumevendée.fr. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se dit rendez-vous dans quelques jours maintenant pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.